Druide informatique, créateur d'Antidote, s'associe à l'Université du Québec en Outaouais pour la diffusion de cette émission qui témoigne du dynamisme des activités langagières. La traduction est un domaine qui demande beaucoup de connaissances dans un domaine en particulier, mais aussi des outils, des techniques et de la terminologie. La traduction automatique, quant à elle, demande à une machine d'être intelligente, de prendre des ressources et de transférer automatiquement dans une autre langue un message en particulier. Mais aujourd'hui, j'ai 3 invités pour en discuter avec moi. Quelqu'un qui utilise cette technologie-là à différentes façons, créatives ou bien pratiques, un chercheur qui produit ces machines-là et quelqu'un qui les enseigne. Donc, maintenant, on commence avec Carole Fréchette, fonctionnaire au gouvernement du Québec et auteure. Bonjour, Carole. Bonjour. Donc, dis-moi, c'est quoi ton rapport à toi avec la traduction automatique? La traduction automatique, c'est quelque chose que j'utilise dans plusieurs, champs d'activité. Dans mon travail, des fois, et aussi dans mes travaux créatifs. OK. Bien, pour commencer, pour le travail, dans quel contexte tu l'utilises? Bien, comme tu as mentionné au début, je travaille au gouvernement du Québec et le bureau où je travaille, on a souvent à recevoir des personnes qui ne parlent ni français ni anglais. Mm-hmm. Donc, ça s'avère souvent une problématique. On veut offrir un service. De soutien, dans le fond, pour les accompagner. Exactement, c'est ça. Puis, comme tu le sais, la machine gouvernementale, on demande des documents, il y a toujours un tas de paperasse. Donc, on doit bien connaître la langue, dans le fond, pour comprendre ce qu'on nous demande puis remplir les formulaires. Voilà. Alors, on a les formulaires, évidemment, en anglais et en français. Français d'abord. Mais les autres langues, non. Alors, les gens, souvent, vont arriver et on se sent pris au dépourvu. Mm-hmm. Évidemment, c'est leur responsabilité, soit d'amener un interprète ou... pour traduire les propos. Oui, c'est ça. Mais ils n'y en ont pas toujours. Non, malheureusement, non. Et c'est souvent des personnes qui arrivent et qui ont des besoins criants. Mm-hmm. Alors, ils se sentent... parfois, sont en détresse même à ce point-là. Donc, dans l'urgence, toi, tu utilises la machine pour aider votre communication? Voilà. À un moment donné, je ne l'utilisais pas. Et une fois, quelqu'un m'a fait penser qu'on pourrait utiliser ça et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Oui, on prend au plus court. L'essence du message, dans le fond, dans l'ordinateur, sur une machine en ligne, dans le fond, traduction automatique en ligne. Il y a Google Translate, mais il y en a plusieurs autres. Là. Oui, c'est ça. On a les ordinateurs devant nous. Et c'est comment moi j'ai procédé, c'est que, par exemple, si quelqu'un doit fournir un document, mais il n'a absolument aucune idée, il ne comprend rien. Et c'est difficile à expliquer avec des gestes. Mm-hmm. Très difficile. Oui. Donc, j'écris le document. J'écris « Pouvez-vous fournir tel document? » Et là, je tourne l'écran. Et il y a accès à l'information et là, tout d'un coup... la personne voit ce que je lui demande. Premièrement, il faut déterminer quelle langue la personne parle. Mm-hmm. Ça non plus, c'est pas toujours facile. Mais la plupart du temps, ils savent 1 ou 2 mots là, pour faire comprendre ça. Donc, j'ai vu les gens, des fois, très, très bien réagir. C'était encourageant parce qu'il disait, il y avait une réaction comme... Ah, OK! Et là, je voyais qu'il avait compris. Donc, ça l'a vraiment aidé. Est-ce que c'est toujours aussi aidant ou des fois, il y a des frustrations? Oui, évidemment. Des fois, il y a des frustrations parce que l'explication, parfois, demande à être plus élaborée. Plus clair. Mais tu utilises aussi, donc ça, c'est au point de vue du travail, puis on verra tantôt les défis un peu plus. Puis au point de vue créatif, tu l'utilises aussi. Oui, je l'utilise aussi. C'est surprenant, ça. Ah oui? Oui.
Moi, c'est... bon, je suis auteur, amateur, écrivailleuse. J'essaie de toujours trouver le mot juste. Le mot juste. Écoute, Carole, tantôt, j'ai envie de t'inviter pour rencontrer Michel Simard, qui produit des machines de traduction automatique. Et on va continuer sur ça parce que je suis certaine qu'il va être surprise d'entendre ce que tu fais avec cet outil-là. Ça fonctionne pour toi? Oui. Merci beaucoup, Carole. Je suis maintenant en compagnie de Geneviève Haas, chargée d'enseignement à l'Université du Québec en Outaouais, et Michel Simard, agent de recherche au CNRC. Donc, merci à tous les deux d'être ici aujourd'hui. Geneviève, tu enseignes la traduction automatique, entre autres choses, à l'université, aux futurs traducteurs. Michel, tu crées des machines automatiques. Donc, vous avez deux expertises différentes. On va discuter ensemble de tout ça. Premièrement, Geneviève, pourrais-tu nous faire un peu un survol de d'où ça vient, ça, la traduction automatique? OK. Bien, si on prend perspective générale, les premières tentatives d'automatisation de la traduction sont advenues vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale et après. Évidemment, les visées étaient militaires. Donc ça, c'est at large, dans les années 70. Donc, c'est pour aider, dans le fond, les opérations militaires qu'on a commencé à vouloir faire la traduction automatique. Savoir ce que les Russes faisaient. Okay, tout simplement. C'était vraiment de l'espionnage. Il fallait savoir ce que les Russes faisaient. Okay. Ça s'est perpétué. Encore aujourd'hui, on utilise la traduction automatique pour ça. Maintenant, dans les années 70, il y a eu une ouverture des marchés. Et là, il y a eu des intérêts commerciaux qui ont entré en jeu. Ceci dit, au Canada, ce qui a vraiment été le moteur de la recherche en traduction automatique, en fait, il y a une petite nuance à faire avec ça, mais en fait, c'était la loi sur les langues officielles en 66, si je me rappelle bien. À une petite nuance près, en fait, on a découvert, en fait, je me suis retrouvée aux archives du CNRC et on s'est rendu compte qu'il y a eu une réunion en 61 sur la traduction automatique avec des gens de Georgetown IBM, avec des gens je ne me souviens plus quelle autre université, en fait, ici au Canada, pour parler de traduction automatique, mais encore une fois, dans une visée militaire de l'espionnage. Donc, on a eu cette réunion-là en 61, mais plus tard, on a eu la loi sur les langues officielles, et c'est là vraiment que la recherche a pris son essor au Canada. En fait, on a été protégés de certains aléas de financement grâce à la loi sur les langues officielles. Moins dépendant du côté militaire, mais plus libre d'explorer avec d'autres champs d'intérêt, dans le fond, grâce à ça. Exactement, et avec des visées différentes, des visées linguistiques et de qualité différentes, évidemment. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est la création d'une identité canadienne, si on prend le bureau de la traduction. Les gens qui ont travaillé, comme Michel, mais comme d'autres, qui ont travaillé à la création de la traduction automatique et de la traduction assistée par ordinateur ici au Canada, ont toujours, de près ou de loin, collaboré avec des traducteurs, des fois officiellement, des fois plus ou moins officiellement. Ça pouvait avoir attrait avec les personnalités aussi des gens qui étaient dans les équipes, leur bagage. Mais il y avait aussi des vrais traducteurs qui travaillaient justement. Est-ce que ça représente un peu la réalité du quotidien d'un agent de recherche en traduction automatique? Bien, c'est-à-dire que les agents de recherche, la recherche en ce moment en traduction automatique au Canada, ça se fait essentiellement soit en milieu universitaire, soit au Conseil national de recherche. Et je dirais qu'on n'est pas nécessairement quotidiennement en contact avec les traducteurs, mais probablement pas assez. C'est pas de votre faute, mais je dis juste qu'il n'y a pas assez de... Il y a certainement pas assez de contact entre les deux, mais il reste que c'est ça reste quand même le moteur en arrière de la recherche en traduction automatique au Canada, c'est de mettre la machine au service de la traduction humaine. OK, donc ça devient un outil aidant. Dans le fond, c'est pour soutenir le travail. En tout cas, c'est l'objectif de base. OK, dans vos travaux. Oui. Donc, au quotidien, qu'est-ce que ça fait en rentrant le matin, un agent de recherche en traduction automatique? Ce que ça fait, beaucoup de choses. C'est sûr que la recherche en traduction automatique, c'est une recherche qui est très appliquée. Hein. On n'est pas dans la recherche fondamentale ou
la recherche scientifique au sens là, de comprendre le monde qui nous entoure. Donc, souvent, ça va être ça va être de la programmation. Donc, on travaille avec des ordinateurs. Donc, ça va être de mettre au point des programmes informatiques qui vont contribuer là, à faire fonctionner cette technologie-là. Ça peut être de concevoir des expériences parce qu'on travaille beaucoup par expérimentation. C'est-à-dire qu'on développe des algorithmes, on développe des méthodes et on doit les confronter finalement vous à la réalité. Vous invitez des gens à l'essayer carrément ou vous Habituellement, faites des systèmes qui se testent eux-mêmes? Alors, on a des systèmes qui souvent vont se tester eux-mêmes. Okay. C'est une des avancées, là, si on veut, là, peut-être dans les 15 dernières années, de la recherche en traduction automatique, c'est de développer des méthodes qui permettent d'évaluer, en fait, la qualité des systèmes qu'on développe et de les mesurer, de mesurer ça de façon automatique et de façon rapide et efficace. Tu avais une réaction, Geneviève? Oui, moi, j'ai toujours trouvé... Je connais les chercheurs de l'équipe depuis quand même 5 ou 6 ans et je les ai toujours trouvés excessivement humbles. Puis là, tu dis, on ne fait pas de recherche fondamentale, on ne fait pas à savoir comment le monde fonctionne, mais le matériau sur lequel vous travaillez, c'est la langue. Qu'on l'aborde de façon statistique ou qu'on l'aborde de façon linguistique computationnelle ou peu importe l'approche même cryptographique, on essaie quand même de comprendre un phénomène humain. Et de communiquer avec des mots, dans le fond. Et de communiquer avec des mots. Et qu'est-ce que c'est? Et puis le problème auquel on se bute, historiquement, auquel on s'est buté, c'est comment est-ce qu'on crée du sens? Hein? Comment est-ce qu'on fait sens? Et c'est ça qu'on essaie de créer en faisant des systèmes de traduction automatique, de reproduire ce système-là avec toutes ses nuances et les approches. Bon, c'est plutôt technique, mais ça nous permet une meilleure compréhension du phénomène linguistique en général. Et moi, ça, je trouve que c'est très, très important et c'est très, très fondamental. De quelle façon est-ce que la programmation, justement, peut inclure l'élément langage, message? De quelle façon vous composez avec tout ça, là? Donc, pendant très longtemps, peut-être pour faire écho un petit peu aussi à ce que disait Geneviève, historiquement, dans les débuts de la recherche en traduction automatique, les chercheurs, les gens qui développaient, si on veut, les premiers systèmes, étaient souvent des gens qui s'intéressaient au langage lui-même. Donc, c'était des linguistes, c'était des psycholinguistes, des gens qui s'intéressaient comment les humains processent le langage, pour utiliser un bel anglicisme. Et de plus en plus, il y a vraiment eu une transition là, à l'entour de la fin des années 80 et début des années 90. Ce sont beaucoup plus maintenant des ingénieurs, ce sont beaucoup plus des mathématiciens, des statisticiens qui s'intéressent. Qu'est-ce qui a provoqué le changement? Le changement, c'est vraiment un changement de paradigme. On s'est rendu compte à un moment donné que les approches que développaient les linguistes ne fonctionnaient pas aussi bien que des approches qui étaient purement statistiques, qui étaient purement mathématiques et qui peut-être s'attachaient moins à essayer de comprendre comment l'humain procède et essayaient simplement de résoudre le problème comme d'autres problèmes avaient. Il se trouve que c'était plus efficace. Mais là, l'humain, finalement, là, parce que là, il y a un petit peu les derrière, là, on survole un petit peu. Mais après, donc, tu enseignes cet outil-là. Comment est-ce que l'humain compose avec ça après? Bien, en fait, moi, ma façon d'enseigner ces technologies-là, justement parce que c'est très technique et très complexe, je le fais avec une perspective historique, justement, pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe autour de tout ça. Ça fait 2 choses. Un, ça dédramatise la machine. Hein, on a peur que la traduction automatique remplace le traducteur. On n'est pas les premiers. Hein. Il y a des extraits vidéo dans les années 50 où on avait cette peur-là pour les lignes de montage. Différentes technologies. Et jusqu'au 17e siècle, on ne voulait pas, je pense que c'était l'industrie du textile, les gens, en tout cas, 17e siècle. Donc, c'est pas nouveau, on a peur de ça. Donc, ça dédramatise. Ça dédramatise, puis après, ça humanise. Concrètement, bien, c'est ça. Puis concrètement, ce que ça fait, c'est qu'en enseignant les approches, qu'elles soient linguistiques ou statistiques ou à base d'exemples ou peu importe, ça permet aux étudiants de faire de meilleurs choix
Parce que pour moi, la traduction automatique, ça reste un outil. Il y a normalement, il y a une séparation entre la traduction assistée par ordinateur et la traduction automatique. À mon sens, il n'y en a pas. À mon sens, un système de traduction automatique est sur le même pied qu'une mémoire de traduction parce que le matériau brut, ce sont des traductions, dans les deux cas, créées par des personnes. À la fin, dans le fond, le traducteur doit faire une post-édition. Ça, c'est un mot qu'on entend parfois. Oui. Qui consiste à faire quoi exactement? C'est pas clair. En fait, c'est pas clair pour personne. Réparer les pots cassés. Oui, puis c'est bien frustrant parce que la machine n'apprend pas encore. Peut-être que là, avec d'autres développements informatiques, on va arriver à faire des machines qui apprennent. Ça, c'est un autre débat. On n'a pas de ligne directrice vraiment. Ça s'apparente un peu à de la révision, mais c'est pas tout à fait ça. Corriger la langue, corriger le sens. En fait, c'est que si on se place du point de vue de l'industrie, ce qu'on veut, c'est réduire les coûts. Alors, il faut post-éditer au minimum, garder le plus de machines, de traduction machine possible. Si on se place du côté du traducteur, par exemple, c'est un petit peu différent. Puis j'ai une édition cette session-ci qui a fait un travail sur la post-édition. Elle ne pensait pas aimer ça, mais elle s'est aperçue que c'était très, très utile, même pour des textes qui ne sont pas pragmatiques, on va dire ça comme ça. Ça peut quand même être... Donc, ça peut être intéressant, encore une fois, si on laisse le choix aux professionnels de la traduction. Donc, c'est pour ça, dans le fond, quand vous le créez, l'outil, vous pensez justement, est-ce que c'est des professionnels qui vont l'utiliser? Est-ce qu'on le conçoit nécessairement pour des professionnels? Je pense qu'en ce moment, oui, c'est comme ça qu'on le voit. Okay. Ça prend une expertise. D'abord, la première chose que ça prend une expertise de traducteur. Il faut comprendre ce que c'est, connaître la langue, connaître ce que c'est que de traduire, ce que ça veut dire et ce que ça implique. Pour être en mesure de prendre les bonnes décisions par rapport à... Après ça, l'outil, un outil, juste comme un menuisier. Je veux dire, moi, comme que le menuisier utilise une perceuse à main ou qu'il utilise un vilebrequin, moi, ça ne me dérange pas. Mais là, justement, ça ne dérange pas, mais on parle beaucoup de professionnels. Et tantôt, j'ai eu quelqu'un qui n'est pas traductrice qui va revenir, justement, Carole va revenir discuter avec Michel et de voir comment est-ce qu'elle, qui n'est pas traductrice, l'utilise à bon escient, finalement. Donc, je te garde pour rencontrer Carole. Merci beaucoup, Geneviève, de ta présence, d'avoir éclairé un petit peu tout ça. En plus de traduire des messages, on peut même créer avec les outils de traduction automatique. Carole, peux-tu m'expliquer, expliquer à Michel et moi et à nous tous comment tu fais ça, toi? Créer, c'est un grand mot ici. C'est un outil parce que j'utilise beaucoup d'outils quand j'écris un texte. Si je peux me permettre d'utiliser une expression anglophone, qui disent qu'on peut être anal ou anal. Je sais que c'est pas très joli. Très rigoureux, très... pointilleuse, parce que parfois, je cherche un mot, puis c'est un peu comme quand on cherche un accessoire, mettons, comme ton écharpe, là. On sait que ça nous prend un accessoire, puis on n'a pas quelque chose en tête, mais quand on la voit dans le magasin, on sait, c'est ça. Alors, les mots, pour moi, c'est un peu pareil, un peu semblable. Si je suis en train d'écrire un texte, j'écris principalement de la poésie. Et t'écris en français? J'écris en français, quoique j'ai traduit moi-même quelques textes en anglais, mes propres textes. Et aussi, parfois, j'écris des textes très courts en anglais aussi. OK. Donc, comment tu utilises l'outil de traduction automatique? Bien, quand je cherche un mot de façon pointilleuse, je vais déployer là toutes les choses qui sont à ma disposition, tous les outils. Donc, références sur le net, mes livres. Et le traducteur automatique, c'est pas mon premier choix, je dois dire. Mais oui, je vais aller voir qu'est-ce qui sort de ça. Pour voir si un mot en français ou en anglais qui te vient en tête pour voir quelle proposition, quel choix qui est possible. Exactement. Puis c'est comme si c'est une boutique à part.
Comme pour c'est une boutique. Une La boutique à traduction part. automatique comme une boutique. Oui, pourquoi C'est pas? surprenant, pourquoi pas? Pour chercher mon accessoire. Alors là, c'est ça. Je vais voir. Puis, bon, de temps en temps, on peut avoir le gros lot. Bien, justement, le gros lot, le Canada a gagné plusieurs prix dans des compétitions. En tout cas, c'est bien classé dans des compétitions de traduction automatique parce qu'il existe tout un système de valorisation de la recherche. Bon, ça va assez bien pour le Canada. Donc, il existe finalement, maintenant, il y en a plusieurs compétitions de ce genre-là. Donc, les organismes qui financent la recherche, souvent, veulent être en mesure de voir quel genre de progrès émerge de la recherche et comment les équipes se comparent, etc. Et donc, périodiquement, ils vont organiser des compétitions et dont le but pour la traduction, c'est de traduire le mieux possible un texte donné. Alors, on reçoit un texte, on nous dit on va traduire un texte de telle langue, de la langue A vers la langue B. Vous avez un mois pour vous préparer et par contre, le texte à traduire, vous allez le recevoir 2 jours ou 3 jours avant. Et souvent, c'est plus de textes que ce qu'on serait capable de traduire avec des traducteurs professionnels. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser la machine. Et après ça, bien, on va être évalué suivant différents critères et ils vont être capables de classer. Et le Canada, en général, il se classe bien. se classe très bien dans ces compétitions. Non, un traducteur professionnel fait, mettons, 2000 mots par jour, ce qui peut être raisonnable. Oui. En traduction automatique, ça va vite comment? Écoutez, c'est très variable, mais ça peut aller, je vous dirais, probablement une dizaine de mots à la seconde. À la seconde. Donc, il faudrait faire le calcul là, pour voir ce que ça donne, mais on se dit donc à peu près 600 mots, peut-être plus que ça, peut-être 1000 mots à l'heure. Non, à la minute. La minute. À la donc, minute. c'est Donc, énormément plus. Oui, donc on peut aller beaucoup plus vite. Donc, c'est un des critères d'évaluation dans les compétitions? Non, très rarement. Non, OK. Bien, sinon qu'il faut remettre les traductions dans les délais, mais généralement, on a trop de temps, en fait. Et quels sont les critères d'évaluation? Les critères d'évaluation, généralement, c'est de savoir est-ce que le message passe. Ça me rassure. Donc, ça, je trouve ça oui, intéressant. Donc, la communication, il revient. Donc, la plupart des compétitions maintenant, le premier critère d'évaluation, ce sont des juges, des personnes, des vraies personnes qui évaluent la qualité des traductions. Ils vont l'évaluer généralement sur des questions de compréhension de texte. Est-ce que la qualité est là? Comme les organismes qui financent la recherche sont souvent des organismes qui s'intéressent, par exemple, au renseignement et sécurité, on va devoir traduire de toutes sortes de langues dans le monde, qu'on parle de chinois, qu'on parle d'arabe, qu'on parle de russe. Tout ce qui sert à la sécurité nationale, dans le fond. Tout ce qui sert à la sécurité nationale intéresse généralement. Donc, les compétitions, souvent, vont se faire dans ces langues-là. Vous avez une équipe qui est probablement multilingue? Donc, l'équipe est multilingue, mais c'est plus essentiel maintenant pour faire de la recherche en traduction automatique d'avoir des linguistes qui sont spécialisés dans des langues particulières. Il se trouve que dans notre équipe, on a des arabophones, on a des sinophones, des gens qui parlent le chinois, on a évidemment des anglophones, mais comme les machines maintenant, les algorithmes de traduction automatique fonctionnent par apprentissage automatique, c'est-à-dire qu'on fournit à la machine des grandes quantités de traductions déjà existantes. Donc, il suffit d'avoir un grand corpus de traductions de qualité dans la paire de langues qui nous intéresse, et on fournit ça à la machine et elle apprend tout seul, entre guillemets. Il y a un guillemet, là, donc il faut vraiment enrichir la machine, la nourrir pour qu'elle puisse livrer des concordances de messages. Oui, tout à fait. Puis il y a quand même une certaine expertise là, dans la façon d'administrer finalement ces données-là aux machines pour lui permettre d'en tirer le maximum. Mais c'est ça, dans le fond, c'est pas n'importe qui peut l'utiliser à bon escient, ou pas, en tout cas dans des visées professionnelles de publication. Si on parle tout à l'heure, Carole parlait de communiquer en direct avec quelqu'un, ça, c'était très utile pour toi? Oui. Oui, puis la qualité n'a pas besoin d'être extrême. C'est pas comme si on veut publier quelque chose. Donc, c'est vraiment un contexte d'utilisation C'est typiquement communiquer. où l'objectif, c'est que le message passe. Après ça, la qualité n'a pas nécessairement besoin d'être là. C'est ça. Mais est-ce que je peux poser oui, une question? Vous avez dit tantôt que c'est des données qui ont déjà été entrées, mais quand on met une phrase, puis ça ne traduit pas, est-ce que ça veut dire que cette phrase-là n'a jamais été entrée dans le système? Alors, les systèmes de traduction automatique
statistiques, là, par exemple comme Google Translate en est un, ou bien celui de Microsoft aussi. La technologie qu'on développe au Conseil national de recherche est aussi de cette famille-là. Ils vont se baser sur des traductions existantes pour construire des traductions pour de nouvelles phrases. Le problème se produit lorsqu'il y a des mots qu'on n'a jamais vus. Alors, s'il y a des fautes d'orthographe, par exemple, dans l'entrée, bien, c'est toujours problématique pour les systèmes de traduction automatique. Ils peuvent essayer de compenser dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Mais typiquement, ce que le système va faire, c'est qu'il va regarder la phrase, par exemple, que vous lui demandez de traduire, il va la découper en petits morceaux et il va traduire chacun de ces petits morceaux-là en réutilisant des traductions qu'il a déjà observées. Dans ces données. Donc, c'est vrai que si cette phrase-là n'existe pas dans les deux langues, elle ne sortira pas automatiquement, dans le fond. C'est-à-dire qu'il peut reconstruire oui, à partir parties. de morceaux. Okay. Donc, évidemment, si on trouve la phrase telle qu'elle, c'est le jackpot. Mais ce n'est pas la norme. C'est ça. La meilleure utilisation, dans le fond, de ce genre d'outil-là spécialisé, ce serait en quelques mots? La meilleure utilisation. Donc, la meilleure utilisation d'un système... C'est sûr que les systèmes de traduction automatique, en ce moment, fonctionnent le mieux pour des domaines très spécialisés. Et quand je dis domaine très spécialisé, c'est qu'on va construire un système de traduction automatique spécialement pour un domaine très spécifique. Alors, l'exemple qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est les rapports météorologiques. Alors, qui sont exactement pareils. En météo, si je vois le mot « shower », je ne me pose pas de questions. Ouais. Je sais que « shower » ne veut jamais dire douche et qu'il veut toujours dire averse. Bien, moi, je mets au défi Carole de nous créer un texte qui fait dire autre chose à ce mot-là parce qu'elle l'utilise de façon créative et qui sait qu'est-ce qu'on pourra trouver dans l'usage de la traduction automatique à l'avenir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. La traduction automatique est un outil de travail, de communication et de transmission d'un message. Et ça continuera à évoluer encore longtemps, sans doute. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt.